J'ai remarqué la première fissure dans mon mariage un mardi soir de mars. La pluie tambourinait contre les fenêtres de notre appartement haussmannien que nous avions méticuleusement rénové. Des fenêtres que j'avais moi-même mesurées, commandées et fait installer lors des 3 années de travaux qui avaient été notre passion commune. Clara et moi avions acheté ce bien alors qu'il n'était qu'une coquille vide, un désastre magnifique avec de belles moulures mais une électricité aux normes d'un autre siècle. Aujourd'hui, il se dressait comme le témoin de ma vision architecturale et de notre prétendue union. Je serai à la maison toute la journée demain, a lancé Clara sans lever les yeux de son téléphone qu'elle scrutait avec une concentration intense. Je travaille sur la suite d'invitations pour le mariage des Alexander. J'ai hoché la tête, observant ses doigts glisser sur l'écran. Ma femme depuis 12 ans dirigeait un studio de design graphique spécialisé dans les faire-part de luxe. Ironique, compte tenu du peu d'attention qu'elle accordait désormais à notre propre couple. Son bureau occupait ce qui devait être une chambre d'enfant, un fait que nous n'évoquions plus jamais. La réunion à la Défense risque de se terminer plus tôt que prévu. Je pourrais être là pour le dîner, ai-je proposé, cherchant sur son visage la moindre lueur d'intérêt. Ne te presse pas, a-t-elle répondu en posant enfin son téléphone. Ces clients paient le prix fort pour ton expertise. Donne-leur la totale expérience, David Matthews. Cette nuit-là, nous avons suivi notre protocole de fertilité. Clara a vérifié son application d'ovulation, a annoncé que c'était la fenêtre optimale, et nous avons eu des rapports sans jamais nous croiser le regard. 3 ans d'essais, des dizaines de visites chez le gynécologue, d'innombrables injections d'hormones, tout cela menant à ces rencontres programmées qui semblaient plus cliniques qu'intimes. La réunion à la Défense s'est effectivement terminée plus tôt. Mon client a validé les plans avec un minimum de retouches. Je me suis retrouvée au volant vers 15h30, impatient de surprendre Clara avec une réservation dans ce petit bistrot français qu'elle adorait. Notre allée était vide. La maison restait silencieuse. Aucune lumière dans le bureau de Clara où elle prétendait travailler toute la journée. Je suis resté assis dans ma voiture pendant 17 minutes, regardant les ombres de l'après-midi s'étirer sur notre jardin parfaitement entretenu. À 16h47, l'Audi blanche de Clara s'est garée dans l'allée. Elle est sortie avec 2 sacs de course, les cheveux légèrement décoiffés, portant la même tenue que le matin. Le chemisier bleu marine et la jupe crayon grise qu'elle troquait habituellement dès qu'elle travaillait à domicile. Son visage, en apercevant ma voiture, ne pouvait être décrit que comme une panique passagère, rapidement remplacée par une surprise fabriquée. « David, tu es rentré tôt », a-t-elle dit en s'approchant, créant une barrière pratique avec ses sacs de course. « Je suis juste allée chercher des ingrédients pour le dîner. Je me suis dit qu'on pourrait essayer cette nouvelle recette de pâtes du monde. » Ce soir-là, alors que nous mangions ces pâtes préparées à la hâte, le téléphone de Clara a vibré 17 fois. Elle ne l'a jamais consulté, bien que ses yeux se tournent vers lui à chaque vibration. La Clara que j'avais épousée vérifiait son téléphone obsessionnellement, répondant aux clients en quelques secondes. Cette Clara, quelle qu'elle soit en train de devenir, possédait une retenue remarquable quand cela l'arrangeait. Je suis resté éveillé toute la nuit à cataloguer les incohérences dans mon esprit comme je le ferais pour des défauts structurels lors d'une inspection de bâtiment. Un architecte est formé pour remarquer quand quelque chose n'est pas aligné. Quand une fondation montre des signes de tassement, quand une ligne de toit n'est pas tout à fait droite. Mon mariage présentait des micro-fissures et je ne pouvais plus les ignorer. Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai commencé à documenter les preuves méthodiquement. Ma formation d'architecte m'avait appris à analyser les problèmes systématiquement, identifier le sujet, rassembler les informations, déterminer la cause, développer des solutions. J'ai créé un document privé sur mon ordinateur professionnel pour noter les changements de comportement de Clara avec un détachement clinique. Les réunions clients toujours programmées durant mes déplacements professionnels. De la nouvelle lingerie apparaissant dans son tiroir. De la dentelle noire. Des pièces en soie rouge que je n'avais jamais achetées. Elle avait changé son parfum habituel, floral, pour quelque chose de plus musqué. Plus séduisant. De plus en plus possessive avec son téléphone, obsédée par le nettoyage de la chambre d'amis après mes retours. Le motif du nettoyage de la chambre d'amis était particulièrement révélateur. Clara n'avait jamais été maniaque du ménage.
Pourtant, après chacun de mes déplacements, elle insistait pour nettoyer la chambre d'amis de fond en comble, changeant les draps, lavant tout en cycle hygiénique, passant l'aspirateur avec une attention méticuleuse aux détails. « Laisse-moi t'aider », ai-je proposé après mon retour de Lyon, la trouvant à quatre pattes en train de frotter le sol de la salle de bain d'amis. « Ne sois pas ridicule », a-t-elle dit sans lever les yeux. « Tu travailles trop dur. » C'est méditatif pour moi. Méditatif. Un choix de mots intéressant pour quelqu'un qui avait précédemment décrit le ménage comme une corvée écrasante. La confirmation que je ne voulais pas arriva lors de notre rendez-vous mensuel de fertilité. Le docteur Reeves a passé en revue notre dossier pendant que j'étais assis à côté de Clara, lui tenant la main comme nous le faisions depuis 3 ans. « Je vois que vous avez manqué vos 2 derniers rendez-vous de contrôle, Clara », a déclaré le docteur Reeves, levant les yeux avec une inquiétude professionnelle. La régularité est importante avec l'hormonothérapie. La main de Clara s'est crispée dans la mienne. Il doit y avoir une erreur. J'étais allée 2 fois. Le docteur Reeves a froncé les sourcils, vérifiant à nouveau sa tablette. Je n'ai aucune trace de vos visites le 18 février ou le 4 mars. J'ai immédiatement repensé à ces dates. C'étaient les 2 jours où j'avais voyagé pour le travail. Des jours où Clara m'avait envoyé des textos sur des rendez-vous positifs, partageant des détails fabriqués sur mes niveaux d'hormones et mon nombre de follicules. Votre secrétariat a dû faire une erreur administrative, a insisté Clara, la voix montant d'un ton. Je me souviens précisément de l'infirmière commentant l'amélioration de mes résultats. Cette nuit-là, j'ai consulté notre relevé de carte bancaire commun en ligne. Clara avait effectué de multiples achats dans des salons de beauté dont je n'avais jamais entendu parler, des restaurants qui n'étaient pas dans notre quartier, et, plus révélateur encore, des frais de parking d'hôtel les jours où j'étais en déplacement. Le lendemain matin, Clara s'est plainte d'une migraine. Pendant qu'elle était sous la douche, j'ai fouillé dans son sac à main et j'ai trouvé un reçu d'une boutique de lingerie de luxe daté de mon voyage à Lyon. 340 € pour de la lingerie, des huiles de massage et des bougies parfumées, des objets que je n'avais jamais vus ni essayés. Ce soir-là, Clara a annoncé qu'elle avait besoin de nettoyer à fond la chambre d'amis à nouveau. Pourquoi, ai-je demandé. Je reçois une cliente potentielle pour lui montrer mon portfolio la semaine prochaine pendant que tu seras à Nantes, a-t-elle répondu sans hésiter. Alors que Clara dormait à côté de moi cette nuit-là, je fixais le plafond, mon esprit d'architecte assemblant le plan de la trahison. Si elle nettoyait cette chambre si frénétiquement après mes départs, quoi, ou qui, essayait-elle d'effacer ? 2 jours avant mon voyage prévu à Nantes, j'ai dit à Clara que je devais finaliser des plans dans mon bureau. Ne m'attends pas, ai-je dit avec désinvolture. Ces révisions structurelles pourraient prendre toute la nuit. Clara a hoché la tête distraitement, déjà absorbée par son téléphone. Une fois qu'elle s'est retirée dans notre chambre, j'ai rassemblé mes outils d'inspection, ceux que j'utilise habituellement pour examiner les matériaux de construction et la qualité des travaux. La lampe torche UV, conçue pour détecter les dégâts des eaux et les défauts de matériaux, allait servir un tout autre but ce soir. Je me suis approchée de la chambre d'amis méthodiquement, comme si j'inspectais une structure potentiellement compromise. L'espace semblait immaculé. Le lit parfaitement fait avec nos draps en lin coûteux, les coussins décoratifs disposés avec l'œil de designer de Clara, les surfaces sans poussière et étincelantes. Mais l'œil d'un architecte voit au-delà des surfaces. Le parquet, en chêne sélectionné à la main que j'avais installé moi-même, montrait de légères éraflures près du lit, des marques qui ne devraient pas exister vu la rareté avec laquelle nous utilisions cette pièce. Le tapis avait été récemment shampouiné. Je pouvais détecter la légère odeur chimique sous le spray d'ambiance signature de Clara. Sous la lumière UV, l'apparence immaculée s'est effondrée davantage. Une tache pâle est apparue sur le matelas malgré les draps fraîchement lavés. Sur le sol, près de l'endroit où la plinthe rencontrait le bord de la moquette, je l'ai trouvé, un petit coin déchiré d'emballage de préservatifs, oublié lors du nettoyage pourtant approfondi de Clara. J'ai tout photographié avec mon téléphone, documentant chaque pièce à conviction comme je documenterais des défauts structurels pour un client. Mes mains restaient stables, ma respiration contrôlée. Je ressentais un étrange détachement, comme si j'évaluais le mariage en train de s'effondrer de quelqu'un d'autre.
Le tiroir de la table de nuit contenait d'autres preuves. Une petite bouteille d'huile de massage de la même marque coûteuse que celle listée sur le reçu trouvé dans le sac de Clara. Dans le placard de la chambre, derrière une pile de serviettes et de produits d'entretien, j'ai découvert une boîte de préservatifs à moitié vide. Nous n'avions pas utilisé de préservatifs depuis avant notre mariage. J'ai passé la nuit dans mon bureau, non pas à travailler sur des plans, mais à assimiler la réalité de ma vie. Mon esprit d'architecte a automatiquement commencé à résoudre le problème. J'avais besoin de plus que de preuves circonstancielles pour une procédure de divorce. J'avais besoin de preuves d'adultère et de protéger mes actifs. Le lendemain matin, Clara était inhabituellement affectueuse, préparant mon petit déjeuner préféré et entamant une conversation sur les prénoms de bébé, un sujet qui ressemblait maintenant à une manipulation grotesque. Je pensais que si nous avons un garçon, nous pourrions l'appeler comme ton père, a-t-elle dit en remplissant ma tasse de café. Robert est un prénom classique si fort. Cet après-midi-là, j'ai appelé mon client à Nantes et j'ai reporté notre réunion en personne à une vidéoconférence, expliquant qu'une affaire personnelle nécessitait mon attention. Ensuite, j'ai cherché des équipements de surveillance discrets en ligne. Mes projets architecturaux nécessitent parfois une surveillance de sécurité pendant la construction, j'étais donc familier avec les systèmes de caméras. J'ai commandé un kit professionnel de caméras sans fil conçu pour la sécurité de chantier. Petite, fonctionnant sur batterie, et pratiquement invisible lorsqu'elles sont correctement positionnées. J'ai payé pour une livraison express avec ma carte bancaire personnelle. Le colis est arrivé le lendemain matin alors que Clara était à son cours de yoga du mardi. Le seul engagement qui n'avait pas varié en 5 ans. J'ai installé les caméras dans toute notre maison avec l'efficacité de quelqu'un qui comprenait les cachettes structurelles. Une dans le salon dissimulée dans une bibliothèque. Une autre dans la cuisine déguisée en chargeur USB. Une dans le couloir caché dans un détecteur de fumée. Et surtout, 2 dans la chambre d'amis. Une orientée vers le lit, une autre capturant tout l'espace. En embrassant Clara pour lui dire au revoir le lendemain matin, mon sac prêt pour un voyage que je ne ferai pas, elle a murmuré contre mon cou, « Tu vas me manquer ». Je me suis demandé combien de fois elle avait prononcé ces mots exacts tout en planifiant de me trahir avant même que j'aie atteint l'aéroport. Je me suis enregistrée à l'hôtel Marriott à Orléans à 11h30, à exactement 1 heure de chez nous. Assez proche pour revenir rapidement si nécessaire, assez loin pour établir un solide alibi. La chambre d'hôtel est devenue mon centre de commandement de surveillance. Ordinateur portable ouvert sur l'application de surveillance. Notification téléphonique activée pour la détection de mouvements. La routine matinale de Clara s'est déroulée sur mon écran comme une émission de télé-réalité banale. Elle a préparé du café, répondu à ses mets, a pris une douche à 10h15. Rien d'inhabituel jusqu'à 14h47, quand mon téléphone a vibré avec une alerte de mouvement. La caméra de la porte d'entrée a capturé Clara accueillant un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Grand, la trentaine, portant un costume coûteux qui respirait le succès du quartier des affaires. Elle l'a embrassé immédiatement, pas le bref salut de relations professionnelles, mais l'étreinte passionnée d'amants réunis. Il portait un sac de voyage et une bouteille de vin coûteuse. Via plusieurs angles de caméra, j'ai observé Clara faire visiter notre maison à son amant. Elle lui a montré mes prix d'architecture exposés dans le salon, riant de ce qui semblait être des blagues à mes dépens. Dans la cuisine, ils ont ouvert le vin. J'ai immédiatement reconnu la bouteille. C'était une bouteille de notre collection de mariage, un Bordeaux à 200 € destiné à notre 15e anniversaire. La caméra de la chambre d'amis a tout capturé en haute définition. Clara avait préparé l'espace méticuleusement. Des fleurs fraîches sur la table de chevet, des bougies prêtes à être allumées, l'huile de massage coûteuse en évidence. Leur intimité était naturelle, confortable. Ce n'était clairement pas leur première rencontre. Le plus dévastateur était leur conversation, captée avec une clarté parfaite par mes microphones cachés. « Comment se passe la mascarade pour le bébé ?» a demandé l'homme, Nathan, alors qu'ils étaient allongés dans notre lit d'amis en buvant notre vin d'anniversaire. Clara a ri en réponse. « Dieu, c'est épuisant. Encore un test négatif.
Encore une série de « on doit juste continuer à essayer ». Le spécialiste de la fertilité commence à soupçonner quelque chose puisque je saute tout le temps les rendez-vous. Il ne soupçonne toujours rien, a demandé Nathan. David ? Non, a-t-elle répondu avec dédain. Il est trop concentré sur ses plans et ses réunions. L'homme dessine littéralement des maisons de rêve pour les autres tout en étant complètement inconscient que la sienne s'effondre. Elle a attrapé son sac à main à côté du lit, en sortant un petit pilulier étiqueté « vitamines quotidiennes ». Elle en a sorti une minuscule pilule et l'a avalée avec le vin. De la contraception cachée dans un pilulier de vitamines, a observé Nathan. C'est froid, chérie. C'est pratique, a corrigé Clara d'un ton factuel. David veut tellement un bébé qu'il compterait probablement mes pilules si je les gardais dans leur emballage d'origine. Ils ont discuté de leur arrangement avec un pragmatisme troublant. Nathan travaillait dans la finance, voyageait fréquemment pour le travail, et avait une femme et 2 jeunes enfants en banlieue. Clara a exprimé son soulagement que Nathan comprenne son désir de liberté sans le fardeau de la maternité. « As-tu plus réfléchi à le quitter ?» a demandé Nathan. « Et gérer les avocats spécialisés en divorce, le partage des biens, et expliquer à mes parents catholiques pourquoi le mariage de leur fille parfaite a échoué ? » « Non merci », a-t-elle répondu avec un rire. « Ça fonctionne pour l'instant. J'ai la sécurité du mariage et l'excitation de notre relation. » À la tombée de la nuit, ils ont commandé des plats coûteux en utilisant ma carte bancaire, ont dîné dans ma salle à manger formelle, et sont retournés dans la chambre d'amis. La violation de mon foyer, de ma confiance et de ma sécurité financière a cristallisé ma détermination à me venger. Depuis ma chambre d'hôtel, j'ai commencé à planifier. J'ai fait des recherches sur les avocats spécialisés en divorce et en cas d'adultère, ainsi que sur les stratégies de protection des actifs. Mais les procédures de divorce traditionnelles semblaient inadéquates face à l'ampleur de la tromperie de Clara. J'ai réalisé que la plus grande vulnérabilité de Clara était l'opinion de sa famille. Ses parents, Robert et Linda Martinez, étaient profondément catholiques et impossibles à moderniser. Ils avaient financé les études de Clara et nous avaient offert l'apport pour notre maison comme cadeau de mariage. Son frère, Jean, officier de police judiciaire, et sa sœur Sarah, assistante sociale, maintenaient tous deux des normes morales strictes et n'avaient jamais caché leur dégoût pour l'infidélité. La famille de Clara croyait qu'elle était la fille parfaite, réussissant en affaires, dévouée à son mariage, travaillant avec diligence pour offrir les petits-enfants qu'ils désiraient désespérément. Leur opinion sur elle était le fondement de son image de soi et de son statut social. Alors que Nathan et Clara s'endormaient dans ma chambre d'amis, j'ai fait défiler mes contacts téléphoniques jusqu'à trouver le groupe de la famille Martinez. J'ai fixé leur nom, calculant l'approche la plus efficace pour détruire bien plus que mon mariage. Je suis rentrée chez moi le lendemain soir pour trouver Clara en train de nettoyer frénétiquement, la maison remplie d'odeurs concurrentes d'eau de javel et de bougies à la vanille. Quand elle a entendu ma clé dans la serrure, elle m'a accueilli avec un enthousiasme fabriqué, ses cheveux encore humides d'une douche récente. « Tu es de retour », s'est-elle exclamée, m'embrassant la joue avec exactement la bonne pression. Pas trop passionné, pas trop distant. Comment était Nantes ? Productif, ai-je répondu, observant sa performance avec une nouvelle lucidité. Au cours des jours suivants, j'ai mené une reconnaissance sur la famille de Clara avec la même approche méthodique que celle que j'utilisais pour mes études architecturales. La famille Martinez fonctionnait comme une unité soudée avec des habitudes et des comportements prévisibles. Robert Martinez, 67 ans, était un électricien à la retraite qui faisait du bénévolat à l'église et avait cumulé 2 emplois pendant 20 ans pour envoyer Clara et ses frères et sœurs dans des écoles privées. Son côté protecteur envers ses filles était légendaire dans la famille. Linda Martinez, 64 ans, avait enseigné à l'école primaire pendant 40 ans et considérait la réputation familiale comme primordiale dans leur communauté soudée. Elle coordonnait le comité de charité de l'église et organisait des dîners de famille mensuels où la présence était obligatoire. Jean Martinez, 35 ans, travaillait dans des brigades de police et avait l'autorité pour arrêter dans notre juridiction. Sarah Martinez, 32 ans, gérait des dossiers de services sociaux et avait vu de près comment l'infidélité détruisait les familles. Plus important encore, je savais que la famille Martinez maintenait une chaîne téléphonique d'urgence.
Clara l'avait expliqué il y a des années. Si un membre de la famille était en crise, tout le monde était prévenu simultanément et lâchait tout pour aider. La dévotion de la famille Martinez envers Clara était indiscutable. Elle était leur réussite, la fille talentueuse qui avait bien épousé, monté une entreprise à partir de rien, et maintenu des valeurs familiales parfaites. Ils avaient investi financièrement et émotionnellement dans notre mariage, me voyant comme le partenaire stable qui complétait la nature créative de Clara. J'ai programmé un autre voyage d'affaires, cette fois à Bordeaux pour une consultation de 3 jours avec un développeur de complexes hôteliers de luxe. J'ai créé un itinéraire détaillé, réservé l'hôtel en utilisant notre compte joint pour que Clara puisse vérifier la réservation, et je me suis assuré qu'elle connaissait les dates exactes. Je serai partie de mercredi à vendredi la semaine prochaine, ai-je mentionné avec désinvolture au petit déjeuner. Le client de Bordeaux envisage des rénovations majeures pour leur propriété de montagne. Clara a hoché la tête, son attention partagée entre son téléphone et son café. Ça a l'air fascinant, a-t-elle répondu distraitement. Je vais probablement utiliser ce temps pour rattraper certains projets de design. J'ai observé son visage attentivement pendant qu'elle traitait cette information. Une légère crispation au coin de sa bouche. De l'anticipation, peut-être. Elle prévoyait déjà ses retrouvailles. Ma préparation était méticuleuse. J'ai installé des caméras supplémentaires avec de meilleures capacités audio, garantissant plusieurs angles et une qualité sonore claire. J'ai sauvegardé toutes les images existantes sur plusieurs comptes cloud sécurisés et préparé un dossier de preuve pour mon avocat. Clara, quant à elle, semblait de plus en plus excitée par mon prochain voyage. Elle a mentionné plusieurs fois comment elle prévoyait de nettoyer à fond la maison et de travailler sur un projet de design majeur pendant mon absence. Son anticipation était palpable, et je la reconnaissais maintenant comme l'excitation de quelqu'un planifiant une escapade romantique chez soi. La veille de mon prétendu départ, Clara a initié l'intimité pour la première fois en des mois. Non pas notre rencontre programmée centrée sur la fertilité, mais quelque chose qui imitait presque la passion. Je comprenais maintenant qu'elle soulageait sa conscience, remplissant son devoir conjugal avant de trahir à nouveau nos vœux. Depuis ma chambre d'hôtel à 1 heure de là, j'ai regardé Clara se préparer pour l'arrivée de Nathan avec une attention aux détails troublante. Elle a changé les draps du lit d'amis, préparant des serviettes propres et disposant des fleurs achetées avec notre carte bancaire commune. Elle a pris une douche, s'est épilée, et a appliqué un parfum coûteux avant d'enfiler de la lingerie noire que je n'avais jamais vue auparavant. À 19h15, Nathan est arrivé avec du champagne et des roses. Clara l'a accueilli avec une intimité passionnée qui confirmait que leur relation allait bien au-delà de l'attirance physique. Ils se sont déplacés dans notre maison avec la familiarité confortable d'un couple qui avait fait cela de nombreuses fois auparavant. J'ai attendu jusqu'à 21h30 pour m'assurer qu'ils étaient installés et vulnérables. La caméra de la chambre a montré qu'ils buvaient du champagne, riaient intimement, et commençaient à se déshabiller. C'était le moment où ils étaient engagés, exposés, et inconscients du piège qui se refermait autour d'eux. Avec une précision chirurgicale, j'ai lancé mon plan. J'ai envoyé un SMS de groupe aux parents, aux frères et sœurs de Clara, et à leurs conjoints. Urgence. Clara a été blessée. Je conduis depuis Bordeaux, mais je suis à des heures de route. S'il vous plaît, allez à la maison immédiatement et appelez le 15. Elle est dans la chambre d'amis. La réponse a été immédiate et chaotique. Robert a appelé mon téléphone en quelques secondes, mais j'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie, maintenant ma fiction d'être injoignable en conduisant frénétiquement depuis le sud. Linda a envoyé une série de textos paniqués demandant des détails. Jean a immédiatement appelé ses parents et sa sœur, coordonnant leur réponse d'urgence tout en fonçant vers notre maison. À 21h47, la caméra de la porte d'entrée a montré le pick-up de Robert s'engouffrant dans notre allée agressivement, suivi immédiatement par la berline de Linda. Ils ont couru vers la maison, Robert portant ce qui semblait être un pied de biche de son véhicule. La panique dans leurs mouvements était authentique. Ils croyaient que leur fille était en train de mourir. La caméra de la chambre d'amis a capturé Clara et Nathan nus et inconscients, poursuivant leur rencontre intime. Le son a capté leur conversation sur la planification d'une escapade pour le week-end,
complètement ignorant des membres de la famille sur le point de défoncer la porte d'entrée. La collision a eu lieu à 21h51. Robert a utilisé son pied de biche pour forcer la porte d'entrée pendant que Linda criait le nom de Clara. Leurs voix paniquées ont résonné dans toute la maison alors qu'ils se précipitaient vers la chambre d'amis, s'attendant à trouver leur fille en train de se vider de son sang et nécessitant une assistance médicale. Au lieu de cela, ils ont fait irruption dans la pièce pour découvrir Clara nue dans le lit avec Nathan, tous deux figés sous le choc et l'horreur. Les premières secondes ont été capturées dans les détails brutaux. Le cri de confusion de Linda. Le visage de Robert se transformant de la panique à la rage. La tentative désespérée de Clara pour se couvrir alors que Nathan se ruait sur ses vêtements. « C'est quoi ce bordel ?» a rugi Robert, sa peur pour la vie de sa fille instantanément remplacée par la fureur. « Papa !» Clara a serré le drap contre sa poitrine. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Linda se tenait sur le pas de la porte, une main couvrant sa bouche, des larmes coulant sur son visage. « Clara Maria Martinez » a-t-elle chuchoté, utilisant le nom complet de Clara comme elle le faisait toujours lorsque Clara avait de graves ennuis quand elle était enfant. « Que as-tu fait ?» Jean est arrivé 30 secondes plus tard, sa main atteignant instinctivement l'arme de service qu'il ne portait pas. Il a évalué la situation immédiatement. Aucune victime de tir, aucune urgence médicale, juste sa sœur prise en flagrant délit d'adultère. La confrontation a rapidement escaladé. Robert a commencé à hurler sur les valeurs familiales et la sainteté du mariage. Linda alternait entre sanglots et réprimandes envers Clara sur l'embarras qu'elle avait jeté sur leur nom. Nathan a tenté de partir, mais Jean a bloqué sa sortie, exigeant une identification et menaçant d'appeler ses collègues en service. Sarah est arrivée avec son mari Michel juste au moment où la situation atteignait son paroxysme, ajoutant plus de voix à la scène chaotique. La violence que j'avais prévue a commencé quand Robert a poussé Nathan contre le mur tout en criant sur la destruction du mariage de sa fille. « Espèce de » a hurlé Robert en saisissant Nathan par la chemise. « Tu as détruit le mariage de ma fille. » Jean a attrapé Nathan par le col et l'a menacé. « Tu vas me donner ton nom complet et ton adresse immédiatement » a-t-il exigé. « Ou j'appelle ça comme un trouble à l'ordre public. » Clara a tenté de limiter les dégâts par des explications frénétiques, mais la confiance de sa famille avait été brisée de façon irréparable. La fille parfaite qu'ils avaient respectée mentait systématiquement, pas seulement à son mari, mais à eux aussi. « Tu faisais semblant d'essayer d'avoir un bébé » a dit Linda, la voix brisée. « Pendant que nous prions pour avoir des petits-enfants, tu faisais ça. » Alors que les sirènes de police devenaient audibles au loin, probablement appelées par des voisins inquiets entendant le tumulte, j'ai commencé ma route vers la maison pour porter le coup final à ma vengeance méticuleusement planifiée. Je suis rentré à 22h43 pour trouver 3 voitures de patrouille dans mon allée, des voisins debout sur leur perron, et ma maison illuminée par les gyrophares. Je me suis garé calmement et je me suis approché avec une inquiétude fabriquée, demandant à l'officier au périmètre ce qui était arrivé à ma femme. À l'intérieur, Clara était assise sur le canapé de notre salon enveloppée dans un peignoir, son visage rayé par les larmes et le mascara. Sa famille se tenait autour de la pièce, Robert et Linda près de la cheminée, Jean parlant avec un officier supérieur, et Sarah réconfortant sa mère tout en lançant des regards dégoûtés à Clara. Nathan était parti, escorté après avoir fourni ses informations. La chambre d'amis restait une scène de crime de la trahison avec des vêtements éparpillés, des coupes de champagne renversées, et la lingerie que Clara avait portée pour son amant, maintenant preuve de sa tromperie. « Monsieur Matthews » a déclaré l'officier supérieur en m'approchant. « Il semble qu'il y ait eu un malentendu. Nous avons reçu des rapports de tir à cette adresse, mais avons trouvé une situation domestique. J'ai joué mon rôle parfaitement, exprimant ma confusion tout en maintenant ma fiction d'avoir été contacté à Bordeaux. J'ai montré mon reçu d'hôtel et le contrat de location de voiture qui soutenait mon alibi. La police a complètement accepté mon histoire. J'étais le mari trahi, la victime dans ce drame domestique. Quand les officiers sont finalement partis, la famille de Clara est restée, trop émotionnellement investie pour partir. Je me suis approchée de Clara alors que ses parents délibéraient dans la cuisine. « Tu as prévu ça » a-t-elle chuchoté, la voix brisée.
Je lui ai montré mon téléphone avec l'application caméra ouverte, affichant les flux en direct de notre chambre d'amis. Le visage de Clara s'est transformé quand elle a réalisé l'ampleur de ma planification, le système de surveillance, le faux appel d'urgence, la réponse coordonnée de la famille. J'ai découvert ce que tu faisais, ai-je dit calmement. Je me suis simplement assuré que ta famille le découvre aussi. Depuis combien de temps sais-tu, a-t-elle demandé désespérément. Assez longtemps pour tout enregistrer, ai-je répondu. L'affaire, les pilules contraceptives, les mensonges sur les traitements de fertilité, chaque conversation où tu te moquais de notre mariage. J'ai produit les papiers de divorce de ma mallette, déjà préparés et juridiquement contraignants. Tu as 30 jours pour quitter notre maison. Mon avocat te contactera concernant le partage des biens. L'effondrement de Clara était complet. Elle s'est effondrée sur le canapé, sanglotant de façon incontrôlable alors que les implications complètes la frappaient. Elle avait perdu son mariage, le respect de sa famille, sa maison, et sa réputation en une seule soirée. Robert m'a approché avant de partir, me serrant la main fermement. « Je suis désolé, mon garçon, a-t-il dit avec un regret sincère. Nous n'avions aucune idée. Linda m'a serré dans ses bras en pleurant. Nous l'avons mieux élevé que ça, a-t-elle répondu à travers ses larmes. Je ne sais pas ce qui est arrivé à notre Clara. Jean a proposé de fournir des déclarations de police soutenant mon dossier de divorce, tandis que Sarah a promis des recommandations professionnelles pour des thérapeutes afin de m'aider à traiter la trahison. Alors que sa famille partait, j'ai récupéré une valise dans le placard de notre chambre et je l'ai placée à côté de Clara sur le canapé. Je te suggère de faire tes valises ce dont tu as besoin ce soir, ai-je dit calmement. Je change les serrures demain matin. 6 mois plus tard, je vis dans un appartement moderne au centre-ville que j'ai dessiné moi-même. Des lignes épurées, des meubles minimalistes, et des fenêtres du sol au plafond surplombant la ville. Le divorce a été finalisé rapidement avec Clara recevant un règlement minimal et aucune prestation compensatoire. Le juge a été particulièrement peu sympathique après avoir examiné la preuve vidéo d'elle discutant de contraception tout en subissant des traitements de fertilité à mes frais. J'ai gardé notre maison, bien que je n'y vive plus. Je la loue à un jeune couple de professionnels qui apprécient ses détails architecturaux sans en connaître l'histoire. L'équipement de surveillance reste installé, bien que je n'en parle jamais à mes locataires. La vie de Clara s'est complètement désintégrée. Sa famille maintient un contact minimal, la traitant avec une distance polie lors des rassemblements inévitables. Son entreprise de design de mariage de luxe s'est effondrée lorsque les clients ont appris le scandale, sa réputation pour célébrer les unions sacrées brisées par sa propre infidélité. Elle travaille pour une firme de design corporatif maintenant, gagnant une fraction de son revenu précédent. Nathan est retourné vers sa femme et ses enfants après que son affaire est devenue publique via les connexions de la famille de Clara. Son mariage a survécu grâce à des conseils coûteux, mais Clara a perdu à la fois son amant et son mari en une seule nuit. J'ai trouvé une paix inattendue dans ma solitude sans le stress constant des tromperies de Clara. Je dors mieux, je me concentre plus clairement sur mon travail, et j'ai commencé à sortir avec une collègue divorcée qui apprécie mon honnêteté. Mon agence d'architecture prospère alors que le mot se répand sur mon intégrité personnelle. Les clients me font confiance pour construire leur maison de rêve car ils savent que je valorise des fondations authentiques. Je garde les enregistrements des caméras comme assurance, mais je les regarde rarement. La preuve a servi son but, exposant le vrai caractère de Clara aux personnes dont les opinions comptaient le plus pour elle. Ma vengeance a été complète non pas parce que j'ai détruit la vie de Clara, mais parce que j'ai permis à ses actions de la détruire naturellement, comme toute structure bien conçue, elle a été construite sur des bases solides et conçues pour durer. Et c'est la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Si vous l'avez appréciée, merci de donner un pouce bleu à cette vidéo et de laisser un commentaire ci-dessous. Votre soutien aide l'algorithme à propulser mon contenu plus loin. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur ce bouton d'abonnement. Cela m'aide vraiment à continuer à créer plus d'histoires pour vous. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.